Maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité, c'est toujours Gwenadu. On va parler, c'est toi, de la pièce Les Faux British, Molière, de la meilleure comédie en 2016. Donc c'est la 8e saison. 8e saison qu'on commence cette semaine. Alors, l'histoire des Faux British, c'est quoi ? Avant qu'on passe un extrait, parce que sorti du contexte... L'histoire des Faux British, justement, pour ceux qui écoutent le podcast depuis le début, je m'ennuie souvent au théâtre. Et je vais voir un festival au Fringe d'Édimbourg. Où là, je me dis, j'avais un nouveau projet de spectacle d'impro, je fais pas mal de spectacles d'impro, j'essaie de faire court, pardon, et je me dis, tiens, cette troupe qui fait de l'impro, je vais aller la voir, c'est complet. Et ils ont écrit une pièce de théâtre, je vais voir cette pièce de théâtre, et je me dis, oh, je vais peut-être un peu m'ennuyer, mais ça va être rigolo. Et là, je pleure de rire comme je n'avais pas pleuré de rire depuis que j'ai vu Jean Lefebvre quand j'avais 8 ans. Alors, on a honte, mais à 8 ans, on a le droit de rire de Jean Lefebvre. Mais oui. Ah si, à 8 ans, on a le droit, monsieur. Ne me regardez pas comme ça quand on regarde ma femme 40 s'appelle ans, Maurice. moi, j'adore Jean Lefebvre, donc même aujourd'hui, j'en rigole. Non, mais bon, voilà, je pleure vraiment de rire. Ça m'a rappelé vraiment mes premiers fous rires de théâtre. Et c'est vrai, en plus, mon premier fou rire de théâtre, quand j'avais 8 ans, au théâtre de Rennes, où j'avais vu Jean Lefebvre dans Je veux voir Miussoff, une pièce quand même très très bonne. Et je pleure à tel point de rire que je me dis, tiens, si je faisais une adaptation, et je rentre, j'en parle à Myrène Pradier, avec qui je travaillais dans un spectacle d'impro, qui me dit, mais cette pièce est géniale, que j'avais acheté le petit livret, je lui fais lire, elle me dit, on l'adapte. Et puis voilà, je fais court après. Mais de fil en aiguille, on l'a fait lire à un producteur on l'a lu devant un producteur qui a trouvé ça génial, qui s'appelle Pascal Guillaume, production qui même me suit, qui fait beaucoup de pièces à Paris, qui nous a fait confiance parce qu'il m'a laissé carte blanche sur mon équipe, ma mise en scène, etc. Et le succès s'est répandu très vite par le bouche à oreille. Je savais que c'était une bonne pièce, mais bon, j'avais déjà fait des trucs que je trouvais bien qui n'avaient pas eu le même succès. Et là, ça a été un vrai succès populaire. Et le titre original, c'est The Play That Goes Wrong. Ouais, je trouvais ça dommage. Moi, j'adore la pièce. On n'y a pas changé grand-chose, mais je trouvais ça dommage de raconter que tout allait mal dès le début. Maintenant, les gens le savent quand ils viennent voir les Faux British, mais je trouvais plus intéressant de rester un peu plus mystérieux. Donc, on avait appelé ça les Faux British avec un sous-titre, une vraie comédie catastrophe, donc, pour avoir un peu The Place That Goes Wrong en dessous. Et comme les auteurs à l'époque n'étaient pas les vedettes qu'ils sont devenus aujourd'hui en Angleterre, on a eu une certaine liberté de création qu'il est difficile d'avoir des fois quand on fait des adaptations. Et les trois auteurs, c'est Henry Lewis, Henry Shields et Jonathan Sayer. Exact, qui sont des auteurs brillants, qui ont une petite trentaine, mais je dis ça maintenant que ça fait 7 ans, 8 ans qu'on les adapte, ils ont peut-être dépassé la trentaine, mais c'est des jeunes auteurs, une troupe de théâtre anglaise qui a déjà écrit 4 pièces qu'on a adaptées. Oui, vous avez tout. Alors, ils ont vu la version française ? Ils viennent nous voir à chaque fois, pas tous, mais le Jonathan, qui est un peu le chef de la compagnie, vient à chaque fois et on s'autorise des changements avec leur validation. Et l'autre jour, j'étais assez fier parce qu'on a fait une pièce post-Covid qui n'a pas bien marché, faute de fréquentation. On s'y est pris un peu tôt, sans doute après le Covid. C'était dans la cour des Grands. On reprendra peut-être, là, il en est question quand même, bref. Je dis ça parce qu'un des auteurs vient un jour sans nous prévenir, on se dit merde, peut-être qu'il ne va pas aimer, il est venu, en plus... On n'était pas sûr, on était au début, la salle n'était pas très pleine. Et il nous a fait un mail dithyrambique parce qu'il ne pouvait pas rester. Il était en vacances à Paris avec son épouse et donc il s'est éclipsé après. Donc là, on a été catastrophés en se disant il a détesté. Et on a eu un mail de félicitations où il m'a demandé s'il pouvait me voler une ou deux choses de mise en scène. Donc j'étais très fier. Génial. Wow. Et dans La Cour des Grands, il y a Richard Gottener qui a fait une chanson. Oui, parce que ça évoquait justement les années 80 et 90, c'est un peu la publicité. Et du coup, j'avais demandé à Richard Gottener de nous écrire une chanson qu'il avait fait, qui nous servait de générique. Eh bien, j'ai un petit extrait des Faux British. Monsieur, il est mort. À l'effort même de nos propres fiançailles. Ah, quelle terrible tempête de neige. Et l'assassin se cache forcément parmi nous. Un crime passionnel, certes, mais un crime. Et je sais qui a commis ce crime ignoble. Vous savez qui est le Charles? Oui, qui? C'est... Alors, il y a un esprit de troupe. Oui, c'est une pièce chorale, c'est des pièces de troupe. Ce que j'avais beaucoup aimé dans cette pièce et dans tout ce qu'ils écrivent, c'est qu'il n'y a pas vraiment de premier rôle. Enfin, c'est des pièces chorales, comme on dit. Voilà, qui ne marchent qu'avec l'échange collectif qu'il y a, l'énergie sur un plateau de théâtre. Et c'est dur d'adapter ces pièces et l'humour anglais ? C'est pas dur dans le sens où vraiment, quand j'ai proposé à Myrène d'adapter ça, déjà on a des parcours qui se complètent un peu sur ce qu'on peut adapter. Et en plus, c'est des choses qu'on ne fait pas par intérêt. C'est des choses qu'on fait parce qu'on
On les écrit pas parce qu'elles sont déjà tellement belles et tellement bien écrites que du coup ça nous parle et du coup c'est assez naturel de les adapter. Il y a juste, mais ça c'est très agréable, c'est un cadeau qu'ils nous font. Le format anglais, les pièces font 2 heures, 2 heures et quart en Angleterre, ce qui est beaucoup trop long à mon goût, moi qui m'ennuie, je le rappelle assez souvent. Mais du coup, comme on a cette liberté de couper et qu'ils nous font confiance sur ce qu'on coupe, même si on doit argumenter sur des fois des coupes qu'on fait. Du coup, c'est assez agréable parce qu'on garde ce qui nous ennuie le moins ou ce qui nous plaît le plus, ça dépend de quel côté on se met, mais ce qui nous plaît le plus sur une heure et demie. Donc on a 45 minutes, on se dit ça c'est un peu moins bien, ça c'est un peu moins drôle, ça c'est un peu moins français ou un peu trop anglais. Et du coup, on a une efficacité qui a porté ses fruits puisqu'on en est à, je crois, 750 000 spectateurs. Pas mal. C'est pas mal. On a reçu un message sur le répondeur de pantoufles explosif pour toi, Gwen. Un comédien avec qui tu as travaillé, tu vas peut-être le reconnaître. Salut l'équipe des pantoufles, salut Gwen, je suis ravi de saluer mon metteur en scène des faux British, celui qui m'a donné le rôle de l'inspecteur Carter. On ne remercie jamais assez les metteurs en scène qui nous ont fait confiance, voilà qui est fait. C'est certainement une des pièces les plus drôles qui m'était donné de jouer. Mais aussi, c'est celle qui m'a filé un trac pas possible à chaque fois. Le plus dur étant de ne surtout pas jouer, mais d'être le personnage. Gwen vous en dira plus, j'en suis sûr. Voilà, je profite d'être là pour demander à Gwen, maître d'œuvre au théâtre, mais grand cuisinier, de donner à l'antenne ses recettes secrètes, parce qu'il manie le bilic mieux qu'Hugo Rollinger, il fait lui-même son pain, ses nonnettes, évidemment ses crêpes aux galettes bretonnes. On m'a même dit que certains grands chefs lui demandaient ses carnets de recettes comme Yotam Ottolenghi. Et oui, chapeau Gwen. Oh, comme ces filles doivent aimer Papa Cuisto. Voilà, j'ai tout dit. La bise à tout le monde. Ciao, ciao. C'était Michel Crémadès. Ah oui, il me manque parce qu'il a quitté les Faux British, il est resté, je sais même pas combien, 4 ou 5 ans sur les Faux British. 5 ans, je crois, non ? C'est possible. Il est resté très longtemps en alternance parce que il était des fois pris sur un film ou sur d'autres projets. Et il a partagé le rôle, c'est Jean-Marie Lecoq qui a fait la création de l'inspecteur, et très vite Jean-Marie était engagé sur autre chose, et j'ai dû, suite au succès, commencer à envisager d'autres comédiens. Et j'ai toujours voulu, quand j'ai pris des nouveaux comédiens pour cette pièce, pas prendre une sorte de doublon qui ressemblait en étant moins bien. J'ai pris des personnages et des physiques, des personnalités assez différentes, qui à chaque fois ont enrichi le rôle et l'ont amené aussi ailleurs, et chacun ayant nourri la pièce de sa personnalité en gardant des petites choses. Donc aujourd'hui, on en doit être au 5e, 6e inspecteur qui s'est nourri des 5 inspecteurs précédents. Mais enfin, tout ça pour dire que ça a été un grand plaisir de travailler avec Michel et qu'il a décidé d'arrêter. Mais il faut bien que des histoires aussi longues s'arrêtent. C'est déjà très beau. Il reviendra peut-être. Je ne suis pas sûr. C'est une pièce qui demande beaucoup d'engagement parce que, comme disait un peu Michel, c'est une pièce tellement précise. Il y a une métronomie, une rythmique propre au burlesque qui... et quand il dit ça m'a foutu beaucoup le trac, c'est qu'à la fois il faut être très naturel, très sincère, et en même temps dans un timing presque musical. On n'est pas loin de la comédie musicale, enfin des chansons au niveau de la rythmique du spectacle. Eh bien, allez au Théâtre Saint-Georges applaudir les acteurs et la comédie à succès, les Faux British, mise en scène par Gwen Adu. C'est adapté par Gwen Adu et Myrène Pradier. Vous écoutez Pantoufles Explosives.